Alors que nous étions chez mes beaux-parents, ma belle-sœur a emmené ma fille de 4 ans dehors avec elle, disant « Je dois essayer quelque chose d'amusant ». Après un moment, j'ai entendu des cris. Quand je me suis précipitée dehors pour vérifier, ma fille était attachée à un arbre, couverte de miel, des guêpes grouillant sur tout son corps et la piquant. Ma belle-sœur filmait la scène en riant. Je veux voir comment les guêpes se comportent et combien de temps elle peut survivre à ça. Quand j'ai essayé d'attraper ma fille et de la libérer, ma belle-mère m'a attrapée par les cheveux, me faisant tomber au sol, disant « Laisse ma fille s'amuser. Tu ne vois pas qu'elle est si heureuse de faire ça ?» J'ai regardé mon mari désespérément, mais il a juste haussé les épaules et a dit « Laisse-les finir. » J'ai repoussé tout le monde de toutes mes forces et j'ai détaché ma fille, couverte de piqûres, avant de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Ce que j'ai fait ensuite a détruit leur vie. L'après-midi avait commencé comme n'importe quelle autre visite chez mes beaux-parents. Le déjeuner dominical s'était terminé environ 30 minutes plus tôt et tout le monde semblait détendu dans cette torpeur post-repas. Ma fille Lily jouait avec ses poupées sur le tapis du salon pendant que les adultes discutaient de sujets banals comme la météo et les ragots du quartier. Rien ne semblait inhabituel ou inquiétant à ce moment-là. Ma belle-sœur Courtney avait été particulièrement joyeuse pendant tout le repas, ce qui aurait dû être mon premier signe avant-coureur. Elle gardait généralement une distance froide avec moi, offrant des sourires polis qui n'atteignaient jamais ses yeux. Aujourd'hui, elle avait complimenté ma robe 3 fois et s'était enquise des activités de Lily à la maternelle avec un intérêt qui semblait sincère. J'avais attribué sa chaleur au vin qu'elle avait consommé pendant le déjeuner. Vers 14 heures, Courtney s'est levée et a étiré ses bras au-dessus de sa tête. Elle s'est dirigée vers l'endroit où Lily arrangeait ses figurines en cercle et s'est accroupie à côté d'elle. Leur conversation était trop discrète pour que je puisse l'entendre clairement de ma place sur le canapé, mais j'ai vu Courtney pointer la porte arrière et le visage de Lily s'illuminer d'excitation. « Ça vous dérange si j'emmène la petite dehors un instant ?» demanda Courtney, se tournant vers moi avec ce même sourire éclatant. « Il faut que j'essaie quelque chose d'amusant. Il y a un truc vraiment chouette que je veux lui montrer dans le jardin. » Mon mari, James, a hoché la tête avant que je puisse répondre. Sa mère, Deborah, a renchéri en disant à quel point c'était merveilleux que Courtney veuille passer du temps de qualité avec sa nièce. Toute la famille semblait ravie de cette démonstration de complicité tante-nièce. J'ai senti une légère anxiété s'installer dans mon estomac, mais je l'ai repoussée, la considérant comme une paranoïa née de la subtile hostilité de Courtney à mon égard au fil des ans. « Bien sûr », ai-je dit, forçant la gaieté dans ma voix. « Gardez un œil sur elle, d'accord ?» Courtney a pris la main de Lily et l'a conduite à travers la cuisine vers la porte arrière. Ma fille sautillait aux côtés de sa tante, bavardant à propos de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic, et j'ai reporté mon attention sur la conversation autour de moi. Deborah racontait une histoire sur les drames de son club de lecture, quelque chose impliquant une interprétation contestée de la fin d'un roman. 15 minutes passèrent, peut-être 20. Le déroulement exact du temps s'est estompé dans ma mémoire, compressé par le traumatisme de ce qui a suivi. Le père de James, Ronald, avait commencé à se plaindre de son jeu de golf quand j'ai d'abord perçu le son. Cela a commencé par un cri aigu, le genre que font les enfants quand ils jouent de manière un peu rude et que quelqu'un se blesse accidentellement. Rien qui est immédiatement alerté à une urgence. Puis le cri de Lily a percé l'air. Ce n'était pas un cri joueur ou une plainte pour attirer l'attention. Une terreur pure saturait chaque note de ce son. Mon corps a bougé avant que mon cerveau ne comprenne pleinement ce que j'entendais. J'ai renversé mon verre d'eau dans ma hâte de me lever, le liquide se répandant sur la table basse tandis que je sprinquais vers la porte arrière. Derrière moi, j'ai entendu James crier quelque chose à propos de ma réaction excessive, mais sa voix semblait venir de très loin. J'ai tiré la porte et je me suis retrouvée sur la terrasse. La scène devant moi n'avait aucun sens au début. Mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux me montraient. Lily se tenait debout, non, elle était ligotée au gros chêne à l'extrémité du jardin. Des cordes s'enroulaient autour de son petit corps, lui plaquant les bras sur les côtés et la fixant au tronc. Quelque chose de doré et collant recouvrait ses cheveux, son visage, ses vêtements des guêpes. Des dizaines d'entre elles pullulaient autour de ma petite fille.
Elle rampait sur ses joues et son front. Elle se regroupait dans ses cheveux imbibés de miel. D'autres arrivaient chaque seconde, attirés par la substance que Courtney avait étalée sur elle. Les cris de Lily étaient devenus rauques et déchirants. Des marques rouges apparaissaient déjà sur chaque parcelle visible de sa peau. Courtney se tenait à 2 mètres, son téléphone tenu en mode paysage, filmant toute la scène horrible. Elle riait, vraiment riait, la tête en arrière comme si elle regardait le spectacle comique le plus drôle de sa vie. Quand elle m'a remarqué, figée sur la terrasse, elle a légèrement tourné la caméra pour m'inclure dans son cadre. « C'est incroyable », a-t-elle crié par-dessus les pleurs de Lily. « Je veux voir comment les guêpes se comportent et combien de temps elle peut survivre à ça. Regarde combien il y en a eu. J'ai utilisé toute la bouteille de miel. » Mes jambes se sont enfin souvenues comment bouger. J'ai couru à travers la pelouse, mes chaussures plates glissant sur l'herbe. Chaque seconde s'étirait en une éternité tandis que je parcourais la distance entre la terrasse et cet arbre. Les yeux de Lily ont rencontré les miens, suppliants et terrifiés, son visage gonflé et taché de piqûres. Une guêpe s'est posée sur sa lèvre inférieure pendant que je regardais. J'étais peut-être à 3 mètres quand des mains m'ont attrapé les cheveux par derrière. La douleur a explosé sur mon cuir chevelu alors que quelqu'un tirait en arrière avec une force choquante. Mes pieds ont cédé et je suis tombée lourdement au sol, tout l'air s'échappant de mes poumons. Le visage de Déborah est apparu au-dessus du mien, son expression tordue en quelque chose de laid et d'inconnu. « Laisse ma fille s'amuser », sifflait-elle, ses doigts toujours emmêlés dans mes cheveux, maintenant ma tête pressée contre l'herbe. « Tu ne vois pas qu'elle est si heureuse de faire ça ? Courtney a été stressée dernièrement et elle a besoin de se défouloir. » Je me suis débattue contre sa prise, essayant de me libérer. Courtney continuait de filmer, capturant maintenant ma lutte avec sa mère. Elle s'était rapprochée de Lily pour obtenir un meilleur angle des guêpes sur le visage de ma fille. D'autres membres de la famille étaient sortis de la maison, attirés par l'agitation. James est apparu au bord de ma vision. James, j'ai crié son nom avec toute la désespoir que je possédais. Aide-la, s'il te plaît. Mon mari se tenait là, en pantalon kaki et chemise boutonnée, les mains dans les poches. Il a regardé sa sœur, puis notre fille, puis de nouveau moi, immobilisé sous l'emprise de sa mère. Il a haussé les épaules, le geste désinvolte et indifférent, comme si nous discutions de l'endroit où dîner plutôt que de regarder notre enfant se faire torturer. « Laisse-les finir », a-t-il dit calmement. « Tu en fais toute une scène pour rien. Courtney mérite de s'amuser, et Lily a besoin de s'endurcir de toute façon. Quelques piqûres d'insectes ne la tueront pas. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas mon esprit. Cela viendrait plus tard, une fois le choc passé. Ce qui s'est brisé, c'était la dernière once de civilité, d'obéissance aux normes sociales et à l'harmonie familiale. J'ai cessé d'être une belle fille polie, soucieuse de ne pas faire de vagues. L'adrénaline a inondé mon système avec la force d'un barrage qui cède. J'ai levé mon genou dans le flanc de Déborah avec toute la force que je pouvais générer depuis ma position au sol. Elle a halté et sa prise s'est relâchée juste assez. J'ai arraché ma tête, laissant des mèches de cheveux dans ses doigts, et me suis relevée en titubant. Ronald s'apprêtait à m'intercepter, mais j'étais déjà passée devant lui, poussée par le besoin primal d'une mère de protéger son enfant. Courtney a essayé de se placer devant l'arbre, toujours accrochée à son téléphone, mais je l'ai bousculée si fort qu'elle a trébuché et est tombée. Mes mains ont trouvé la corde nouée autour du petit corps de Lily. Les guêpes ont immédiatement envahi mes bras, leurs piqûres comme des aiguilles brûlantes perçant ma peau. Je les ai à peine senties. Toute mon attention s'est concentrée sur ces nœuds, tirant et déchirant les fibres de chanvre avec des ongles qui se cassaient et saignaient. La corde a finalement cédé. J'ai pris Lily dans mes bras, son corps mou et tremblant, et j'ai couru à travers la pelouse, par la grille de la clôture, sur le côté de la maison où notre voiture était garée dans l'allée. James a crié quelque chose derrière moi, mais je n'ai pas enregistré les mots. Les clés étaient dans ma poche parce que je les gardais toujours là. Une habitude formée au fil des années de devoir m'échapper rapidement de réunions de famille inconfortables. Mettre Lily dans son siège auto alors qu'elle était couverte de guêpes semblait impossible. Je les ai brossés frénétiquement, en tuant plusieurs contre ses vêtements.
D'autres piqûres ont fleuri sur mes mains et mes poignets. Elle pleurait, mais les sons étaient devenus faibles et gémissants. Je l'ai attachée avec des doigts tremblants et je me suis jetée sur le siège du conducteur. Le moteur a démarré du premier coup. J'ai reculé de l'allée à au moins 30 km/h, manquant de peu de heurter la boîte aux lettres. Toute la famille était maintenant dans le jardin de devant, nous regardant partir. Courtney tenait toujours son téléphone, filmant notre départ. James se tenait les bras croisés, son visage figé dans une expression de désapprobation agacée, comme si j'avais commis une terrible gaffe sociale en retirant notre fille de l'expérience sadique de sa sœur. L'hôpital général Mercy était à 11 minutes. J'y suis arrivé en 7, brûlant 2 feux rouges et prenant un virage si vite que mes pneus ont crissé. Lily était devenue silencieuse sur le siège arrière, ce qui m'a terrifié plus que les cris ne l'avaient fait. Je n'arrêtais pas de lui parler, des absurdités, des mots de réconfort et des promesses que nous étions presque arrivés. Ma voix me semblait lointaine et étrange dans mes propres oreilles. L'entrée des urgences est apparue et j'ai abandonné notre voiture dans l'aire des ambulances, sans me soucier du remorquage ou des contraventions. Une infirmière m'a rencontré aux portes automatiques, a jeté un coup d'œil au visage gonflé de Lily et à ses vêtements couverts de guêpes, et a immédiatement appelé un médecin. Ils l'ont prise de mes bras et l'ont emmenée à travers des portes doubles vers une salle de traumatologie. Quelqu'un m'a guidée vers une chaise et a commencé à poser des questions auxquelles je pouvais à peine répondre à cause de mon choc. Combien de piqûres? Je ne sais pas. Des dizaines, peut-être plus. Combien de temps a-t-elle été exposée? 10 minutes? 15? Quel type de guêpe? Aucune idée. Elles étaient jaunes et noires. Avait-elle du mal à respirer? Oui, je crois. Ses respirations semblaient superficielles vers la fin. Les questions continuaient d'affluer pendant que le personnel médical travaillait sur ma fille quelque part où je ne pouvais pas la voir. Un médecin est apparu après ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que 20 minutes. Lily avait reçu des antihistaminiques et des stéroïdes. Ils ont compté 43 piqûres distinctes sur son corps. Plusieurs se trouvaient dans sa bouche et sa gorge, qui avaient commencé à gonfler avant que les médicaments ne fassent effet. Si j'avais attendu ne serait-ce que 5 minutes de plus pour la libérer et l'amener, ses voies respiratoires auraient pu se fermer complètement. Il l'admettait pour observation pendant la nuit, peut-être plus longtemps selon sa réponse au traitement. J'ai été autorisée à la revoir une fois qu'il l'avait transférée dans une chambre pédiatrique. Lily gisait dans un lit qui semblait énorme comparé à sa petite taille, connecté à des moniteurs. Son visage était boursouflé et décoloré, les piqûres créant un motif de points à relier sur ses joues et son front. Elle dormait, assommée par les antihistaminiques. Je me suis effondrée sur la chaise à côté de son lit et j'ai finalement laissé mes larmes couler. Mon téléphone avait vibré dans ma poche pendant la dernière demi-heure. 17 appels manqués de James, 6 de Deborah, 3 de Ronald, un flot de messages textes que je n'avais pas la capacité émotionnelle de lire. J'ai éteint complètement l'appareil et me suis assise dans le silence béni de la chambre d'hôpital, écoutant la respiration de Lily et le bip régulier de son moniteur cardiaque. Une infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux et a remarqué les piqûres couvrant mes propres bras et mains. J'avais été tellement concentrée sur Lily que je n'avais pas enregistré la douleur correctement jusqu'à ce moment-là. L'infirmière a apporté des fournitures et a traité chaque cloque avec une efficacité douce, parlant tranquillement de ses propres enfants et d'une fois où son fils était tombé sur un nid de frelons. La conversation banale m'a suffisamment ancrée pour que je puisse penser au-delà de la crise immédiate. Que allais-je faire? Retourner à cette maison était impossible. Rester mariée à un homme qui avait choisi le divertissement de sa sœur au détriment de la sécurité de notre fille semblait tout aussi inconcevable. Mon esprit ne cessait de rejouer l'image de James haussant les épaules, les mains dans les poches, sa voix si calme alors qu'il me disait de les laisser finir. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé il y a 8 ans. Ou peut-être que c'était le cas, et que j'avais été trop aveuglée par l'amour pour le voir clairement. Lily s'est réveillée vers 20 heures ce soir-là, confuse et souffrante malgré les médicaments. Je lui ai tenu la main et j'ai chanté la berceuse qu'elle aimait quand elle était bébé. Des chansons auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années, mais qui me sont revenues automatiquement. Elle a demandé son papa 2 fois.
Je lui ai dit qu'il viendrait plus tard. Un mensonge qui est venu trop facilement. Finalement, elle s'est rendormie. J'ai dû m'assoupir dans la chaise à un moment donné car je me suis réveillée en sursaut pour trouver une policière debout dans l'embrasure de la porte. Elle s'est présentée comme l'agent Andrea Walsh et m'a demandé si c'était le bon moment pour discuter de ce qui s'était passé. Apparemment, l'hôpital avait signalé l'affaire. 43 piqûres sur un enfant de 4 ans montraient des signes clairs de maltraitance ou de négligence extrême. Raconter l'histoire à voix haute la rendait à la fois plus réelle et moins crédible. L'expression de l'agent Walsh est restée neutre tout au long de mon récit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper lorsque j'ai décrit Courtney filmant pendant que Lily criait. Elle a pris des notes sur un petit bloc, posant des questions de clarification sur la chronologie et les actions spécifiques. Quand j'ai mentionné que ma belle-mère m'avait physiquement retenu pour m'empêcher d'aider, et le refus de mon mari d'intervenir, sa plume s'est arrêtée sur la page. « Madame, je dois être claire avec vous », a dit l'agent Walsh une fois que j'ai eu fini. Ce que vous décrivez est une agression sur mineur, une séquestration, et potentiellement une tentative de meurtre, selon la façon dont le bureau du procureur voudra le classer. Le fait que cela ait été filmé joue en votre faveur pour la poursuite. Avez-vous toujours accès à cette vidéo? J'ai expliqué que Courtney avait enregistré sur son téléphone. L'agent Walsh a pris une autre note et a dit qu'ils obtiendraient un mandat pour l'appareil. Elle m'a demandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi. Je lui ai dit que je n'avais plus de maison où retourner. Elle m'a fourni des coordonnées pour les ressources en matière de violence domestique et les défenseurs des victimes, ce qui m'a semblé surréaliste car je ne m'étais jamais considérée comme quelqu'un ayant besoin de ces services. La police a visité l'hôpital 3 fois de plus au cours des 2 jours suivants pendant que Lily se remettait. Ils ont pris des photographies de ses blessures, documenté la chronologie, et m'ont informé qu'ils avaient arrêté Courtney pour mise en danger d'un enfant et agression. Deborah était accusée d'agression et d'entrave à la justice. James n'avait pas été arrêté, mais faisait l'objet d'une enquête. Ils avaient saisi le téléphone de Courtney et confirmé l'existence de la vidéo, montrant l'incident entier dans les moindres détails. Mes parents ont conduit 6 heures depuis leur domicile en Pennsylvanie quand je les ai finalement appelés le 2e jour. Maman a jeté un coup d'œil au visage gonflé de Lily et a fondu en larmes. Papa a dû sortir de la pièce pour se ressaisir. Il n'avait jamais été fan de James ou de sa famille, des préoccupations qu'ils avaient gardées pour eux après le mariage. Maintenant, la retenue s'est évaporée en entendant toute l'histoire. Vous rentrez à la maison avec nous, a dit maman fermement. Vous deux, nous nous occuperons de vos affaires plus tard, mais vous ne retournerez pas dans cette maison. Je n'ai pas discuté. L'hôpital a renvoyé Lily le 3e jour avec une ordonnance d'antibiotiques pour prévenir l'infection des piqûres et des instructions pour surveiller toute réaction allergique retardée. Elle m'a tenu la main sur le parking alors que nous marchions vers la voiture de mes parents, silencieuse d'une manière qui me brisait le cœur. L'enfant pétillante et bavarde qui gambadait dehors avec sa tante avait été remplacée par quelqu'un d'hésitant et effrayé. Nous sommes restés dans ma chambre d'enfance, Lily et moi partageant le lit double dans lequel j'avais dormi pendant mes années de lycée. Elle a eu des cauchemars la première semaine, se réveillant en pleurant à propos d'insectes. Je la serrais dans mes bras et allumais les lumières pour lui montrer que la pièce était sûre, sans guêpe à proximité. Pendant la journée, elle jouait tranquillement avec les jouets que mes parents lui avaient achetés, mais l'étincelle avait disparu de ses yeux. James a tenté d'appeler 43 fois la première semaine. J'ai bloqué son numéro. Il s'est présenté chez mes parents le 9e jour, exigeant de voir sa fille et insistant sur le fait que j'exagérais tout. Papa l'a accueilli à la porte et lui a fait clairement comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. James a essayé de passer en force, citant ses droits parentaux, et papa l'a physiquement empêché d'entrer jusqu'à ce qu'il finisse par partir. Le système juridique a avancé avec une lenteur exaspérante. L'avocat de Courtney a tenté de présenter l'incident comme une blague mal avisée qui a dégénéré. La vidéo a rendu cette défense presque impossible à maintenir. On pouvait l'entendre rire sur l'audio. On pouvait la voir continuer à filmer pendant que Lily criait. On pouvait la voir essayer de m'empêcher d'atteindre ma fille. Le jury verrait tout cela. Le procureur m'a assuré. J'ai demandé le divorce la 3e semaine.
James l'a naturellement contesté, affirmant que je le privais de son enfant sans raison. Son avocat a déposé des requêtes concernant mon état mental et mon aptitude en tant que parent. Mon avocate, une femme vive nommée Veronica Park, a démoli chaque argument avec des documents de l'hôpital, des rapports de police et le témoignage de l'agent Walsh. L'audience préliminaire pour l'affaire pénale de Courtney a eu lieu en novembre, 5 mois après l'incident. J'ai dû témoigner de ce que j'avais vu. Courtney était assise à la table de la défense dans une robe conservatrice, les cheveux tirés en arrière, ne ressemblant en rien à la femme aux yeux écarquillés que j'avais vu filmer la torture de ma fille. Elle m'a regardé fixement pendant tout le temps que je parlais, son expression vide et illisible. L'avocat de la défense a tenté de suggérer que j'avais mal interprété la situation, que peut-être Courtney avait essayé d'aider Lily et que j'avais réagi de manière excessive. Puis ils ont diffusé la vidéo au tribunal. Le son a résonné dans la salle d'audience. Les cris de Lily, les rires de Courtney, mes supplications désespérées. Plusieurs personnes dans la galerie ont détourné le regard. Le visage du juge s'est pétrifié. Après avoir visionné les images, l'avocat de la défense a semblé se dégonfler, ses questions perdant leur mordant agressif. Courtney a été renvoyée en jugement pour toutes les accusations. Deborah a fait face à sa propre audience la semaine suivante. James a réussi à éviter les accusations criminelles, son avocat ayant fait valoir que la passivité ne constituait pas une agression, même si cela a détruit toute la sympathie que j'aurais pu avoir pour lui. La procédure de divorce a intégré les preuves de l'affaire pénale, brossant un tableau clair d'un homme qui avait choisi sa famille abusive au détriment du bien-être de son enfant. Lily a commencé la thérapie en septembre. La psychologue pour enfants était spécialisée dans les traumatismes et utilisait des techniques de thérapie par le jeu pour l'aider à traiter ce qui s'était passé. Les progrès sont venus lentement, mesurés en petites victoires, dormir toute la nuit sans cauchemar, sortir sans peur, parler de ce jour sans pleurer. Chaque petit pas en avant semblait monumental. Le cabinet de la thérapeute est devenu une seconde maison pour nous pendant ces mois. 2 fois par semaine, chaque semaine, j'emmenais Lily à un bâtiment peint en jaune joyeux avec une aire de jeu visible depuis la salle d'attente. Elle serrait ma main en entrant, sa prise se relâchant légèrement à mesure que nous approchions de l'espace familier. Dr Sarah Mitchell avait créé un environnement qui semblait sûr, un éclairage doux, des étagères remplies de jouets et de matériel d'art, un coin dédié à la thérapie par le jeu de sable. Je n'étais pas autorisée à assister aux séances. Dr Mitchell a expliqué que Lily avait besoin d'espace pour exprimer des sentiments qu'elle pourrait censurer si j'étais présente. Alors, je m'asseyais dans la salle d'attente, lisant des magazines que je n'absorbais jamais, écoutant les sons étouffés d'autres enfants jouant dans les salles de thérapie adjacentes. Parfois, j'entendais la voix de Lily à travers la porte, parlant de choses qu'elle ne mentionnait jamais à la maison. Dr Mitchell passait 15 minutes avec moi après chaque séance, expliquant les progrès de Lily en termes cliniques prudents. Elle commence à identifier ses émotions plus précisément, a dit Dr Mitchell pendant la 7e semaine. Aujourd'hui, elle a utilisé le mot « trahi » pour décrire ce qu'elle ressentait envers son père. C'est un vocabulaire émotionnel significatif pour une enfant de 4 ans. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai pleuré pendant 1 heure après avoir couché Lily. La thérapie par le jeu de sable semblait l'aider le plus. Dr Mitchell avait un grand bac à sable où Lily pouvait arranger des figurines miniatures, personnes, animaux, bâtiments, éléments naturels. Semaine après semaine, Lily créait des scènes. Au début, c'étaient des figures chaotiques renversées, enterrées dans le sable, dispersées au hasard. Progressivement, l'ordre a émergé. Elle plaçait des figures protectrices autour de plus petites. Elle construisait des murs et des barrières. Dr Mitchell a interprété cela comme le subconscient de Lily travaillant sur son besoin de sécurité et de limite. Vers octobre, Lily a commencé à faire des dessins à la maison. Elle n'avait jamais été particulièrement artistique auparavant, préférant le jeu physique aux activités calmes. Maintenant, elle s'asseyait à la table de la cuisine avec des crayons et du papier, créant image après image. Beaucoup représentaient des maisons avec des portes et des fenêtres extrêmement grandes. Dr Mitchell a expliqué que cela représentait un besoin de voie d'évasion, de savoir qu'elle pouvait quitter des situations dangereuses.
Certains montraient des groupes de personnes avec une figure séparée loin des autres. Je ne lui ai jamais demandé d'expliquer ses dessins, je me suis contenté de complimenter son œuvre et de les conserver tous dans un dossier. La fréquence des cauchemars a diminué, mais leur intensité a augmenté lorsqu'ils survenaient. Au lieu de se réveiller en pleurant chaque nuit, Lily dormait paisiblement pendant 5 ou 6 nuits, puis faisait un cauchemar hurlant qui la laissait tremblante et inconsolable. Dr Mitchell m'a assuré que c'était normal, l'esprit traitant le traumatisme par morceaux qu'il pouvait gérer. Les nuits de cauchemar, j'amenais Lily dans mon lit et nous restions là à parler de choses sûres jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Son sujet préféré est devenu les animaux marins, des créatures qui vivaient dans un monde complètement différent de l'arrière-cour où elle avait souffert. Le divorce a été prononcé en février, 8 mois après ce terrible dimanche. J'ai obtenu la garde exclusive, James ayant des droits de visite supervisée qu'il exerçait à peine. Il devait payer une pension alimentaire et couvrir la moitié des frais de thérapie de Lily. La maison que nous partagions a été vendue, et j'ai pris ma part pour verser un acompte sur une petite maison près de mes parents. Recommencer à zéro la trentaine passée avec une enfant traumatisée n'était pas le chemin de vie que j'avais imaginé, mais nous y arrivions. Le centre de visite supervisé est devenu un rappel hebdomadaire de la déchéance de notre famille. Chaque samedi matin, j'emmenais Lily à un immeuble de bureau stérile où une assistante sociale supervisait le temps de James avec sa fille. Les premières visites furent des désastres. Lily s'accrochait à ma jambe, refusant d'entrer dans la salle de visite. James s'asseyait en face d'elle avec les jouets qu'il apportait, essayant de l'amadouer pour qu'elle joue pendant qu'elle fixait le sol en silence. La 5e semaine, elle lui a enfin parlé. 3 mots, tu l'as laissé. Le visage de James s'est froissé et il a passé les 40 minutes restantes de leur séance à s'excuser en larmes pendant que Lily colorait dans un livre de princesse, apparemment indifférente à sa détresse émotionnelle. Le rapport de l'assistante sociale a noté que l'enfant semblait détaché de son père et montrait des signes d'anxiété en sa présence. Au bout du 3e mois, James a cessé de se présenter régulièrement. Il annulait 1 heure avant les visites prévues, invoquant des conflits de travail qui n'existaient pas puisqu'il était au chômage depuis mai. L'assistante sociale m'appelait pour m'informer, et je devais expliquer à Lily que papa ne pouvait pas venir aujourd'hui. Elle hochait la tête silencieusement, son visage ne trahissant aucune émotion, ce qui, d'une certaine manière, me faisait plus de mal que si elle avait pleuré. Ma propre thérapie a commencé en mars. La psychologue que mon médecin m'a recommandée était spécialisée dans le rétablissement des traumatismes chez les adultes. J'avais d'abord résisté à y aller, convaincue que je devais rester forte pour Lily. Dr Patricia Brennan a doucement expliqué que me soigner m'aiderait à être une meilleure mère. La première séance, j'ai craqué, décrivant à quel point je m'étais sentie impuissante en regardant ma fille souffrir pendant que son propre père restait là sans rien faire. Nous avons travaillé sur des sentiments complexes concernant mon mariage. Y avait-il eu des signes avant-coureurs que j'avais ignorés? Dr Brennan m'a aidé à comprendre que James avait probablement caché sa vraie nature, que les agresseurs et ceux qui les soutiennent présentent souvent des façades charmantes. Elle m'a introduit des termes comme enchevêtrement et systèmes familiaux toxiques, des cadres qui m'ont aidé à comprendre le dysfonctionnement dans lequel je m'étais mariée sans le réaliser. La bataille de l'assurance a consommé d'énormes pans de mon énergie pendant cette période. Notre régime familial via l'ancien employeur de James avait expiré lorsqu'il a perdu son emploi. La thérapie de Lily coûtait $200 par séance, 2 fois par semaine. J'avais soumis des demandes au fonds d'indemnisation des victimes de l'État, mais le traitement prenait des mois. Pendant ce temps, les factures s'accumulaient sur mon comptoir de cuisine. Chacune rappelait le fardeau financier qu'impliquait la protection de mon enfant. J'ai commencé à faire du travail en freelance le soir après que Lily se soit endormie. Des projets de conception graphique qui payaient mal mais de manière constante, la création de sites web pour de petites entreprises, tout pour compléter les paiements de pensions alimentaires que James manquait fréquemment. Le tribunal pouvait le poursuivre pour outrage, mais on ne peut pas tirer du sang d'une pierre. Son chômage rendait l'exécution presque impossible. Mes parents aidaient quand ils le pouvaient, mais ils vivaient eux-mêmes de revenus de retraite fixes. Papa a commencé à faire des travaux de bricolage dans mon nouvel appartement sans que je le demande, réparant le robinet qui fuyait,
remplaçant le vieux broyeur d'évier, installant de meilleures serrures sur toutes les portes. Maman venait 2 fois par semaine garder Lily pour que je puisse travailler sans interruption. Leur soutien est devenu le fondement qui m'a empêché de m'effondrer complètement. Les audiences préliminaires avaient été stressantes, mais ce n'était rien comparé à la préparation réelle du procès. La procureure, une femme nommée Teresa Valdis, m'a rencontré 6 fois avant le procès de Courtney. Elle m'a expliqué comment la défense essaierait d'attaquer ma crédibilité, de me peindre comme une mère surprotectrice qui avait mal interprété des actions innocentes. Teresa m'a entraîné à rester calme sous le contre-interrogatoire, à me concentrer uniquement sur la réponse aux questions spécifiques posées. Nous avons fait des simulations de contre-interrogatoire dans son bureau. Teresa jouait le rôle de l'avocate de la défense, posant des questions hostiles conçues pour me déstabiliser. N'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse de votre belle-sœur? Ne vouliez-vous pas l'empêcher de tisser des liens avec votre fille? Les premières manches d'entraînement, je devenais défensive et argumentative. Teresa m'a patiemment expliqué que les réactions émotionnelles étaient exactement ce que la défense voulait, que ma meilleure arme était un témoignage calme et factuel. La semaine avant le procès, j'ai à peine dormi. Les cauchemars me hantaient, j'étais à la barre des témoins et ne me souvenais plus de ce qui s'était passé, où le jury croyait la version de Courtney plutôt que la mienne. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant, et restais allongé dans l'obscurité, écoutant la respiration paisible de Lily dans la pièce voisine. La sélection du jury a pris 2 jours complets. J'étais assise dans le public, observant les avocats interroger les jurés potentiels sur leurs attitudes envers la parentalité, la loyauté familiale et leur capacité à juger une affaire équitablement lorsqu'elle impliquait un préjudice à un enfant. Plusieurs personnes ont été récusées après avoir admis qu'elles avaient du mal à être impartiales. Une femme a fondu en larmes pendant l'interrogatoire, expliquant que sa propre fille avait été blessée par un membre de sa famille et qu'elle ne pouvait pas supporter d'entendre les détails de la souffrance d'un autre enfant. Le procès lui-même a duré 1 semaine. Teresa a construit son dossier méthodiquement. Des experts médicaux ont témoigné de la gravité et du nombre de piqûres de Lily, de la proximité à laquelle elle était passée du choc anaphylactique. Le médecin urgentiste qui l'a traitée a décrit avoir trouvé des guêpes encore emmêlées dans ses cheveux à son arrivée. L'agent Walsh a guidé le jury à travers l'enquête, la saisie du téléphone de Courtney, l'analyse forensique confirmant que la vidéo n'avait pas été éditée ou altérée. Puis vint la vidéo elle-même. L'huissier a tamisé les lumières de la salle d'audience et un grand écran a affiché les images filmées par Courtney. Les cris de Lily ont rempli la pièce, aussi horribles que je m'en souvenais. J'ai vu 3 jurés essuyer des larmes de leurs yeux. L'un d'eux a hautement détourné le regard, incapable de continuer à regarder. Le rire de Courtney a résonné à travers les haut-parleurs, incongru et glaçant face à la bande-son de la terreur d'un enfant. La défense a appelé des témoins de moralité pour Courtney, des amis qui la décrivaient comme aimant s'amuser et spontanée, un ancien employeur qui louait son éthique de travail, un professeur d'université qui se souvenait d'elle comme créative et engagée. Aucun d'eux n'a pu expliquer la vidéo. La psychologue experte de la défense a témoigné que Courtney présentait des signes de problèmes de contrôle des impulsions et a suggéré que l'incident résultait d'un mauvais jugement plutôt que d'une intention malveillante. Teresa a détruit cette théorie lors de son contre-interrogatoire. Elle a guidé la psychologue à travers les preuves de préméditation, l'achat de miel, le choix d'un moment où la plupart des membres de la famille étaient à l'intérieur et ne remarqueraient pas immédiatement, le positionnement de l'arbre pour qu'il soit partiellement caché de la maison. Ce n'était pas une impulsion, a argumenté Teresa. C'était une planification. La psychologue a concédé que les preuves suggéraient plus de préméditation que son évaluation initiale ne l'avait envisagé. Mon témoignage a eu lieu le 4e jour. Teresa m'a guidée à travers les événements doucement mais minutieusement. J'ai décrit le déjeuner, l'amabilité inhabituelle de Courtney, le moment où j'ai entendu Lily crier. Chaque détail a été extrait et examiné. Le contre-interrogatoire de l'avocat de la défense s'est concentré sur ma relation avec Courtney, essayant d'établir un schéma de conflit ou d'animosité. J'ai calmement expliqué que nous avions été cordiales mais distantes, que je n'avais aucune raison de m'attendre à ce qu'elle nuise à ma fille. Vous avez tiré des conclusions hâtives, n'est-ce pas, a suggéré l'avocat de la défense.
Vous avez vu votre fille attachée à un arbre et avez immédiatement supposé le pire de ma cliente. J'ai vu ma fille couverte d'insectes piqueurs pendant que votre cliente filmait et riait, ai-je répondu calmement. Je n'ai rien supposé. J'ai observé ce qui se passait. La défense a tenté de présenter mes actions comme une agression, suggérant que j'avais attaqué Courtney sans provocation. Teresa a immédiatement fait objection, et le juge l'a maintenue, rappelant à la défense que Courtney n'était pas la victime dans cette affaire. L'avocat de la défense est passé à autre chose, manifestement frustré que sa stratégie ne prenne pas. Lily n'a pas eu à témoigner. Dieu merci. Son âge et son traumatisme la rendaient indisponible comme témoin, et les preuves physiques combinées à la vidéo rendaient son témoignage direct inutile. Le juge avait statué avant le procès que la forcer à revivre l'expérience au tribunal constituerait un préjudice supplémentaire. J'ai failli pleurer de soulagement devant cette décision. Les plaidoiries finales ont eu lieu un vendredi après-midi. Teresa a parlé pendant 90 minutes, tissant chaque élément de preuve en un récit de cruauté délibérée. Elle a rejoué des portions de la vidéo, figeant sur des images qui montraient le sourire de Courtney pendant que Lily criait. La plaidoirie finale de l'avocat de la défense s'est concentrée sur la santé mentale et les erreurs, demandant au jury de faire preuve de compassion pour quelqu'un dont le jugement avait échoué de manière catastrophique. Il n'a jamais nié ce qui s'était passé, ne pouvant pas le nier avec la preuve vidéo, mais il a plaidé pour la clémence dans la manière dont ils interpréteraient l'intention de Courtney. L'attente fut une agonie. Les délibérations du jury ont commencé le lundi matin. Je me suis assise dans un café près du palais de justice, incapable de travailler ou de me concentrer sur quoi que ce soit de productif. Teresa m'a appelé à 14h15 cet après-midi-là. Ils avaient un verdict. Je suis retournée au palais de justice en 10 minutes, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tenir mes clés de voiture. Le procès de Courtney a eu lieu en juin, un an après ce terrible jour. L'accusation a présenté la preuve vidéo, les dossiers médicaux montrant l'étendue des blessures de Lily, et le témoignage de plusieurs experts sur le préjudice psychologique causé par l'incident. La défense a tenté d'arguer que Courtney souffrait de problèmes de santé mentale qui altéraient son jugement, ce qui aurait pu générer de la sympathie sans la préméditation évidente impliquée. Elle avait obtenu du miel spécifiquement à cette fin, choisi un endroit éloigné de toute intervention immédiate, et filmé l'événement entier pour son propre divertissement. Le jury a délibéré pendant moins de 4 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. La sentence a été prononcée 2 semaines plus tard. Le juge a fait une longue déclaration sur la gravité du crime, la vulnérabilité de la victime et l'absence totale de remords que Courtney avait démontré tout au long de la procédure. 6 ans de prison d'État, éligible à la libération conditionnelle après avoir purgé. Le procès de Deborah a été plus court. La vidéo la montrait me retenant physiquement pour m'empêcher d'aider mon enfant. Son avocat a tenté d'arguer qu'elle était confuse ou protectrice envers sa fille, mais l'audio l'a clairement enregistré disant qu'elle voulait laisser Courtney s'amuser. 18 mois de prison de compter, 3 ans de probation. Ronald a divorcé de Deborah pendant son incarcération. Il m'a envoyé une lettre s'excusant de ne pas être intervenu ce jour-là, affirmant qu'il avait été paralysé par le choc et regrettant profondément son inaction. Je n'ai pas répondu. Se figer peut être compréhensible, mais il avait eu amplement le temps d'agir et avait choisi de ne pas le faire. James a sombré après la finalisation du divorce. Il a perdu son emploi en raison de la publicité autour de l'affaire. Il s'est avéré que son employeur n'appréciait pas d'avoir un employé qui laissait son enfant se faire torturer et faire les gros titres. Il a emménagé avec Ronald, le seul membre de la famille qui lui parlait. Ses visites supervisées avec Lily sont devenues de plus en plus sporadiques alors qu'il luttait contre la dépression et les problèmes de toxicomanie. Le procès civil est venu ensuite. Véronica m'a mise en contact avec un avocat spécialisé dans les dommages corporels pour les cas impliquant des enfants. Nous avons poursuivi Courtney, Deborah et James pour des dommages intérêts liés aux frais médicaux de Lily, aux coûts de thérapie et au traumatisme émotionnel. L'affaire s'est réglée à l'amiable pour un montant que je ne suis pas autorisée à divulguer, mais il était suffisamment substantiel pour financer la thérapie de Lily pendant des années et constituer un fonds universitaire avec de l'argent restant.
La condamnation de Courtney signifiait qu'elle faisait également face à un procès distinct de l'État pour les frais de sa poursuite et de son incarcération. Ses biens ont été liquidés pour payer divers jugements. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle travaillait à la blanchisserie de la prison, ses rêves d'influenceuse sur les réseaux sociaux ayant été détruits de manière permanente par ses propres actions enregistrées. La vie a avancé comme elle le fait toujours après un traumatisme. Lily a commencé la maternelle à l'automne, 1 an après ses pères parce que nous l'avions retenue pour lui donner plus de temps pour guérir émotionnellement. Elle s'est fait des amis lentement, apprenant à faire confiance à nouveau. Les cicatrices physiques des piqûres se sont estompées en de minuscules points à peine visibles sur sa peau. Les cicatrices psychologiques ont mis plus de temps à guérir, mais elles guérissaient. J'ai repris le travail à temps partiel, puis à temps plein à mesure que Lily se stabilisait. Mon employeur avait été compréhensif concernant mon congé, et je me suis jetée dans les projets avec une concentration renouvelée. Le travail est devenu un espace où j'étais compétente et capable, où ma valeur n'était pas mesurée par mes échecs en tant qu'épouse ou juge de caractère. Les rencontres semblaient impossibles au début. Comment expliquer à quelqu'un de nouveau que la famille de votre ex-mari a torturé votre fille et qu'il a juste regardé? Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une conférence de travail, un autre parent célibataire avec sa propre histoire compliquée. Nous avons pris les choses lentement, tous deux marqués par des relations passées. Il a rencontré Lily après 6 mois et a été doux avec ses limites, ne la poussant jamais à l'affection qu'elle n'était pas prête à donner. L'anniversaire de ce dimanche a frappé plus fort que prévu. J'ai emmené Lily à la plage, loin de tout arbre qui pourrait raviver de mauvais souvenirs. Nous avons construit des châteaux de sable et cherché des coquillages, et pendant quelques heures, elle a ressemblé à l'enfant insouciante qu'elle était auparavant. Ce soir-là, en la couchant dans notre nouvel appartement, elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle se sentait en sécurité. Ces mots valaient plus que toute victoire juridique ou règlement financier. La justice est venue par morceaux, pas comme un seul moment triomphal. Courtney derrière les barreaux. Déborah déchue de ses droits de grands-parents. James réduit à des visites supervisées qu'il exerçait rarement. La famille qui avait laissé ma fille souffrir était dispersée et brisée, faisant face à des conséquences qui les suivraient pour le reste de leur vie. Leur choix de privilégier la cruauté à la compassion les avait laissés avec rien d'autre que des regrets et des jugements légaux. J'ai toujours les dossiers de l'hôpital dans un classeur. Les rapports de police, les transcriptions du tribunal. Une partie de moi veut tout jeter et ne jamais regarder en arrière. Une autre partie sait que Lily pourrait en avoir besoin un jour, quand elle sera plus âgée et essaiera de comprendre pourquoi la famille de son père n'est pas dans sa vie. La documentation est la preuve que ce qui s'est passé était réel et terrible, que les conséquences auxquelles ils ont fait face ont été méritées par leurs propres actions. Nous construisons quelque chose de nouveau. Maintenant, Lily et moi, une vie où les dimanches ne me remplissent pas d'effroi, où la famille signifie des gens qui vous protègent, pas des gens qui filment votre souffrance pour se divertir. Où la personne à qui je fais le plus confiance au monde est une petite fille résiliente qui a survécu à quelque chose d'indicible et qui apprend à rire à nouveau. C'est la vraie victoire. Non pas ce que je leur ai pris, mais ce que nous avons réussi à garder et à reconstruire malgré tout ce qu'ils ont essayé de détruire.